la connaissance de soi permet ensuite d'avoir confiance en soi et ça débouche aussi sur l'estime de soi et l'amour de soi. Donc c'est le triptyque, confiance en soi, estime de soi, amour de soi. La confiance en soi, ça concerne ce que l'on fait. L'estime de soi, ça concerne qui l'on est, ce que l'on est. Je suis une belle personne, j'ai de la valeur, je suis fier de moi, etc. Et l'amour de soi, ça concerne le cœur. Donc le corps, la tête et le cœur. Et quand les trois sont alignés, c'est l'accomplissement de soi. Voilà, c'est le nirvana, quoi. Bienvenue sur Terra Incognita, le podcast qui explore et explique la complexité du monde. Salut à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous accueillir sur ce 10e épisode de Terra Incognita, un podcast dans l'univers de Terra Typique dans lequel je vous propose de voyager ensemble à la découverte de concepts peu ou mal explorés dans notre paysage médiatique. 10 épisodes, qui l'eût cru? Lorsque Sandrine et Laurent m'ont proposé de participer à l'aventure podcastique en ayant ma propre capsule, je vous avoue que je n'aurais jamais imaginé que cela prenne cette ampleur et ce aussi rapidement. La première réaction que j'ai eue, ça a été de me demander « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter ? Qui sera intéressé par mon blabla et mes délires ?» Puis ensuite, je me suis dit que j'aimerais inviter des gens à venir discuter avec moi, plutôt que de me retrouver seul face à mon micro. Et là, les doutes ont repris. Qui voudra consacrer de son temps pour tailler le bout de gras avec moi ? Quelle légitimité ai-je pour donner mon avis sur les domaines de prédilection de personnes que j'inviterai ? Bref, vous l'aurez compris, je ne suis pas le cadre de la confiance en moi. Alors je me suis interrogé. Je suis assez bon pour ça. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir cette fichue tendance à se dévaloriser ? À se dire que l'on est nul, incapable, pas à la hauteur ? Quels sont les mécanismes paralysants qui entrent en jeu ? Et surtout, comment se défaire de ces blocages irrationnels et stupides ? Par chance, j'avais dans mon réseau la personne idéale pour parler de tout cela. Imaginez un homme qui, après une longue carrière de salarié dans le secteur privé, décide tout à coup de lancer sa propre entreprise, de surmonter ses peurs, ses doutes, ses croyances limitantes, ses plafonds de verre, et tout ça pour aider les autres à en faire de même. Sacrée mise en abîme. Ce coach exceptionnel, c'est celui qui a accepté aujourd'hui de venir tenir la barre de la 10e expédition Terra Incognita, intitulée « Le trésor perdu de la confiance en soi ». J'ai nommé le bienveillant, le courageux et évidemment le confiant, Donato Altieri. Bonjour Donato, comment vas-tu ? Bonjour Florian, je suis ravi d'être avec toi et je suis très flatté d'une part d'être le 10e de ta grande aventure, chiffre rond, etc. Voilà, donc j'en suis doublement flatté. Et je suis en même temps amusé de ton introduction, parce que tu décris un processus de manque de confiance en soi. Et j'ai eu exactement le même cheminement quand tu m'as proposé de participer à ton podcast. Alors, participer à un podcast, j'ai jamais fait. Donc, quelque chose de totalement nouveau. Donc, d'abord, il y a des peurs. Face à quelque chose d'inconnu, la première réaction du cerveau, c'est une réaction de peur. Donc, est-ce que je suis capable de faire ça ? Est-ce que je vais y arriver ? Et juste après, tu as parlé de légitimité. Alors, quand je vois le palmarès des gens que tu as interviewés avant moi, il y a des neuroatypiques, des HPI, des hyperpotentiels, des gens qui ont le cerveau qui tourne à toute vitesse. Je me suis dit, mais qui je suis, moi? Qu'est-ce que je viens faire dans cette terre inconnue? Pourquoi moi? Donc, légitimité. Et puis après, je me suis dit que ton combat, c'est aussi l'inclusion. Donc, l'inclusion, c'est pas séparer les gens et mettre des étiquettes sur chacun. C'est plutôt faire que tout le monde, et tous les gens à qui on met des étiquettes ou pas, puissent travailler ensemble et vivre ensemble. Et donc, je me suis dit, OK, bingo, allons-y.
Donc là, tu vois il y a un premier frein donc, qui était les peurs, les croyances limitantes, etc. Moi, je vais pas être à la hauteur, je ne suis pas comme les autres, etc. Le biais de comparaison. Et puis juste après, il y a des forces propulsives qui se mettent en mouvement. Les forces propulsives, la première, c'est la curiosité. Je suis quelqu'un de curieux. Je me suis dit, bah oui, ça doit être, pourquoi pas, ça doit être intéressant. La curiosité, le sens du défi aussi. Hein, donc, j'aime bien me lancer des défis. Hein. Il y a 4 ans maintenant, un 1er janvier, au lieu de me prendre une énième bonne résolution de 1er janvier, bah, au lieu de prendre la résolution, j'ai pris directement mes baskets et je suis allé courir. Et 4 ans après, je cours toujours et je suis voilà, sur un rythme de 100 courses par an, même plus. Je suis un peu en avance cette année, là, plus de 100 courses par an, 1000 km par an. Donc, plutôt que voilà, se lancer des défis, c'est aussi un truc qui me motive. Et donc, ce qui me motive, je dirais, c'est comprendre ce qui me motive, c'est comprendre comment je fonctionne, comprendre ce qui m'anime. Et donc, la connaissance de soi inclut notamment les valeurs. Hein. Nos valeurs, la définition d'une valeur, c'est quelque chose qui guide nos actions dans tous nos domaines de vie. Hein, donc, que ce soit le domaine professionnel, privé, le couple, la famille, etc. Et le domaine social aussi. Donc, c'est la définition d'une valeur, c'est quelque chose qui guide nos actions dans tous nos domaines de vie. Donc, dans le coaching, on apprend justement à identifier les valeurs. Hein, et le travail qu'on fait avec le coaché, c'est identifier les valeurs du coaché, sachant qu'il y a des tas de faux amis. Hein, si je te parle de justice, par exemple, la justice, ça peut être une valeur, mais ça peut être aussi un besoin. C'est-à-dire que si tu as souffert d'injustice, bah, la justice va être un besoin avant d'être une valeur. Et donc, si la différence entre les deux, c'est que le besoin, une fois qu'il est assouvi, hein, une fois qu'il est satisfait, le besoin disparaît. Quand tu as faim, une fois que tu as mangé, bah, tu n'as plus faim. Voilà. Le besoin disparaît quand il est satisfait. À l'inverse, une valeur se renforce chaque fois que tu l'as soumis. La valeur, euh, ma valeur d'humanité, hein, l'humanisme ou aider les autres, etc. Donc, est quand même la raison principale pour laquelle j'ai suivi cette formation en coaching, hein, c'est aider les autres et puis aussi transmettre. Hein, tu l'as souligné, j'ai 40 ans d'expérience et j'ai vécu quelques situations qui valent la peine d'être racontées ou qui valent la peine d'aider les autres, hein, pour éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Donc, euh, ces valeurs, curiosité, humanisme, etc., chaque fois que je les honore, donc on parle d'honorer des valeurs, ben, j'ai envie de continuer, quoi. J'ai pas envie de m'arrêter. Chaque fois que je peux aider quelqu'un, là, je vais bientôt publier un témoignage vidéo d'un coaché que j'ai accompagné l'an dernier pour trouver du travail. Donc, non seulement il a trouvé du travail, mais il m'a sorti quelque chose d'absolument magnifique. Il m'a dit, au-delà de la confiance en soi et de l'estime de soi, qui était la demande première, hein, du coaching, il a dit, ton coaching m'a permis de faire la paix avec moi-même. C'est quand même très puissant, ça. C'est-à-dire qu'il était sans travail, il culpabilisait, il ne savait pas quoi faire de ses journées, il ne savait pas quoi faire de sa vie. Et le fait d'avoir remis en place voilà, ce qu'il avait envie de faire de sa vie, hein, d'avoir identifié ses valeurs, ce qui le motive, ben, ça lui a permis de faire la paix avec lui-même. Et puis, par ricochet, il a même fait la paix avec sa famille, avec son couple. Il a dit plusieurs fois, je suis plus vivable pour ma famille. Voilà. Donc, et aider les autres, parce que d'avoir aidé quelqu'un, ça me donne envie d'aider quelqu'un d'autre, quoi, et ainsi de suite. Donc, quand on honore ces valeurs, ben, on n'a qu'une envie, c'est de continuer. Et ça renforce les valeurs. Voilà.
Donc, j'ai parlé des choses qui nous freinent, des choses qui nous animent, et il y a aussi des choses qui nous tiennent en équilibre. Donc, dans ce qui nous tient en équilibre, il y a par exemple l'équilibre des domaines de vie. J'ai accompagné pas mal d'entrepreneurs et puis les webinaires que je fais, c'est beaucoup pour des entrepreneurs. Donc, quand on lance son entreprise, bon, il est normal de consacrer beaucoup de temps à son entreprise, à son travail. Bon. Mais est-ce que si je me projette dans 2 ans, dans 3 ans, enfin une fois que l'entreprise sera lancée, est-ce que le fait de consacrer 70% de mon temps à mon travail, est-ce que c'est quelque chose qui me satisfait sur le long terme? Ou est-ce que j'ai envie de revenir à quelque chose de plus équilibré? Donc ça, l'équilibre des domaines de vie, c'est un exercice que je fais très souvent avec mes coachés, hein. Voilà, c'est aujourd'hui où est-ce que vous en êtes? Et si le travail prend beaucoup de temps en phase de lancement, c'est normal, hein, ou quelqu'un qui cherche du boulot, bah, il passe beaucoup de temps à chercher du boulot, à se former, etc. Donc ça fait partie du professionnel. Mais une fois que ça se sera réglé, c'est quoi ta situation idéale? Est-ce que le professionnel, tu as envie qu'il reste à 70% ou est-ce que tu as envie de le ramener, par exemple, à 50%? Est-ce que ce qui te reste, en admettant qu'on soit sur 70% aujourd'hui de professionnels, dans les 30% qui restent, c'est quoi la répartition entre le perso, c'est ce que tu fais pour toi-même, hein, uniquement, enfin pour toi et avec toi. Donc ça peut être du sport, ça peut être de la lecture, ça peut être du cinéma, ça peut être des jeux vidéo, je sais que pour toi c'est important. Bon, quelle est la part du temps que tu consacres à toi-même? Quelle est la part du temps que tu consacres à ton couple, pour ceux qui sont en couple? Hein, je sais que des fois, il y a des périodes de la vie où il n'y a pas de couple. Quelle est la part que tu consacres à la famille et quelle est la part que tu consacres à tes actions, tes interactions sociales, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas de ta famille, pas de ton couple, etc., qui ne sont pas pour le boulot. Donc, tout ça, c'est les 5 domaines de vie. Et quelle est la répartition entre les 5 domaines de vie? Actuellement, donc c'est des prises de conscience. Et dans un futur idéal, donc en régime de croisière, voilà, c'est quoi ta répartition idéale? Et la première fois que j'ai fait ça, donc c'était en présentiel avec des entrepreneurs dans la pépinière d'entreprise où je vais, là, à Cachan, j'ai eu les 2 cas de figure extrêmes. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit, bah, le boulot me bouffe tout mon temps et je n'ai pas de temps pour penser à moi-même. Donc, mais la question juste derrière, c'est est-ce que ça te satisfait ou pas? Hein, il n'y a pas de répartition idéale. Mais est-ce que la situation actuelle dont tu viens de prendre conscience, est-ce que ça te satisfait ou pas? Si ça ne te satisfait pas, c'est quoi la première action que tu peux mettre en place, par exemple pour penser un peu plus à toi, etc. Et il y a eu aussi le cas inverse, donc une chef d'entreprise qui dit, mais en ce moment, mon entreprise, je ne m'en occupe pas du tout. Je suis tellement pris par plein d'autres choses, la famille, le social, etc. Je n'ai pas le temps de m'occuper de mon entreprise. Ce qui est quand même un petit peu gênant pour une chef d'entreprise. Donc, le fait de prendre conscience de ces équilibres de vie, il n'y a pas d'équilibre idéal, hein, je ne vais jamais donner de conseils sur ce qu'il faut faire, mais par contre, c'est la personne, hein, celle qui vient de prendre conscience de ces équilibres de vie, est-ce que ça la satisfait ou pas? Et si ça ne la satisfait pas, c'est quoi la répartition idéale et quelles sont les actions qu'elle peut mettre en place pour tendre vers cet idéal? Action et puis timing, hein, parce que il faut encore, quand tu lances ton entreprise, bah, tu es quand même un petit peu obligé de donner priorité à l'entreprise pendant un certain temps. Voilà. Donc ça, en résumé, là, donc, dans la connaissance de soi, donc ça c'est un gros volet, la connaissance de soi, hein, la connaissance de soi permet ensuite d'avoir confiance en soi, et ça débouche aussi sur l'estime de soi et l'amour de soi. Hein, donc c'est le triptyque, confiance en soi, estime de soi, amour de soi. La confiance en soi, ça concerne ce que l'on fait. L'estime de soi, ça concerne qui l'on est, ce que l'on est. Hein, je suis une belle personne, j'ai de la valeur, je suis fier de moi, etc. Et l'amour de soi, bah, ça concerne le cœur.
Donc le corps, la tête et le cœur. Et quand les trois sont alignés, bah, c'est l'accomplissement de soi. Voilà, c'est le nirvana, quoi. Donc tu définis, alors c'est marrant parce que c'est ce que j'avais noté, et c'était ce sur quoi je voulais te relancer là directement. Tu as ce triptyque, donc confiance en soi, estime de soi, amour de soi, mais tu distingues, pardon, la connaissance de soi et la confiance en soi. Est-ce que c'est un processus? J'ai l'impression, hein, moi je l'entends comme la confiance en soi vient par la connaissance de soi, ou pas du tout? Alors, tu as suivi mon webinaire, donc tu te rappelles que je représente la confiance en soi comme une maison que l'on construit étape par étape. Eh bien, la connaissance de soi, c'est les fondations de la maison. C'est le socle de tout. Comprendre ce qui t'anime, comprendre ce qui te pousse en avant, comprendre ce qui te freine, comprendre ce qui te maintient en équilibre. C'est la base ensuite de savoir si tu peux arriver à faire quelque chose. Hein, avoir confiance en toi, bah, ça suppose que tu aies déjà une notion de ce que tu as déjà réalisé. Donc ça, c'est l'analyse, l'introspection, l'analyse de ton passé. Tu sais que tu as déjà fait des choses. Bon, un podcast, je n'ai jamais fait. Par contre, j'ai déjà parlé en public, j'ai déjà animé des amphis. Hein, un de mes postes, quand j'étais salarié, j'étais pilote de compétences et j'interviewais donc des gens pour mettre en avant, mettre en valeur leur métier. Et donc, c'est moi qui interviewais. Et tout ça en direct devant un amphi de 400 personnes, 470 même. Bon. Euh, donc, j'ai déjà parlé en public, j'ai déjà interviewé des gens. Donc, voilà, même si j'ai jamais fait de podcast, je sais que parler en public, c'est pas quelque chose qui va me rebuter. C'est quelque chose que j'ai déjà fait. Donc, oui, je n'ai pas fait la nouvelle chose pour laquelle je cherchais de la confiance en moi, mais je peux m'appuyer sur des choses que j'ai faites, hein, et que j'ai réussi. Donc ça, c'est prendre appui sur les réussites, mais on peut aussi prendre appui sur les échecs. Les échecs, hein, comme disait Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je réussis, soit j'apprends. Et donc, apprendre de ces échecs, c'est quelque chose d'absolument fondamental. C'est comme ça qu'on progresse. L'échec fait partie de la réussite. L'échec est une étape de la réussite. On peut échouer plein de fois et à la fin, on réussit. J'ai mon petit-fils là, qui a un peu plus d'un an, il fait ses premiers pas, tout juste maintenant. Et c'est, voilà. Donc, il a fait 3-4 pas, il est tombé, et puis il s'est relevé, etc. Et c'est comme ça qu'on a tous appris à marcher. Hmm. Donc, on fait les premiers pas, on tombe, on se relève, et puis on repart. Voilà. Donc, ça, c'est apprendre de ses échecs. Et dans beaucoup de mes publications, hein, j'ai raconté mon burn-out, j'ai raconté la fois où l'entreprise m'a remercié au bout de 2 ans où je m'étais investi 24 heures sur 24 au sens propre. Hein, donc, j'étais en lien avec les trois régions de Nissan, donc le Japon, les États-Unis et l'Europe. Et moi, j'étais représentant de Renault face aux trois entités de Nissan qui sont trois entreprises séparées. Elles ne se parlent pas. Donc, j'ai fait des visios entre 1 heure et 2 heures du matin. On m'a demandé de valider des présentations PowerPoint pour le Japon à 6 heures du matin sur un BlackBerry. Enfin, c'est des trucs insensés que j'ai fait. Euh, Après avoir tout donné à l'entreprise, y compris pendant que j'étais en vacances avec ma famille, j'avais emporté mon PC de boulot et je bossais 2 heures par jour pendant que j'étais en vacances. Un jour, j'ai reçu un mail, DRH, votre poste est supprimé. Merci de prendre contact pour un entretien de mobilité. Boum. Voilà. Je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal. Simplement, il s'est passé quelque chose avec mon chef. Du jour au lendemain, il s'est barré au Brésil. Il n'a pas du tout averti ses équipes. Et donc pendant 3 mois, on ne sait même pas s'il allait être remplacé ou pas. Et ça, c'était avant ce fameux mail Hmm. poste est supprimé. Donc là, je veux dire que le monde s'est écroulé. Mon monde professionnel s'est écroulé. Hein, j'étais au sommet de ma carrière.
avec un poste j'étais PDG-2 comme positionnement. Donc, c'était vraiment le sommet de ma carrière. Et le monde s'est écroulé du jour au lendemain. Et ben, tirer les enseignements de ça, bon, c'est, j'ai vécu ça comme un échec, comme un sale coup de la vie, hein. J'ai même intitulé mon post parce que quand j'ai raconté ça, j'ai dit Youpi, je suis rentré dans le moule. Et c'était un moule à tarte avec. C'était moi la tarte dans le moule, quoi, hein. Hmm. Donc je me suis vraiment senti tarte cette fois-là. Euh, Tout ça pour dire que j'ai réussi à en tirer du positif. Et notamment le fait que discuter avec des grands directeurs de membres du comité exécutif de Renault et de Nissan, faire des présentations devant tout le comité exécutif de Renault et de Nissan, aller parler à des directeurs d'usine, aller parler aux directeurs des fabrications de Renault, aller parler à des directeurs de la comptabilité de Renault, etc. Enfin, tout ça, c'est des choses que j'ai faites et j'ai appris à discuter donc à des niveaux stratégiques avec des gens comme ça. Hein, c'est un projet immense. Tous les consultants à qui on avait demandé une offre, la plupart nous disaient, mais vous êtes fous, avec le budget qu'on avait, jamais vous ferez ça. Et vous avez 6 mois, mais non, il faut au moins 3 ans. N'empêche qu'on l'a fait en 6 mois avec le budget. Ce dont tu parles, c'est quand même il y a une forme de trahison par ta boîte, un truc qui est inattendu. Alors tu parles là depuis tout à l'heure de réussite, d'échec. Là, c'est même pas une question d'échec, j'ai l'impression, puisque c'est totalement exogène ce qui se passe. C'est pas lié à toi et ce que tu as fait. C'est un système qui décide euh, de changer de politique, d'organisation interne. Et toi, considéré comme une ressource, comme un rouage de la machine, bon, bah, tu deviens du jour au lendemain dispensable et on se dispense du coup de tes services. Merci, au revoir. Ça peut être une source de traumatisme, je pense, ce genre de situation. Et c'est la question que je voulais te poser là. Euh, tu dis que on peut s'appuyer sur ces échecs pour se dire bah ok, je vais faire mieux la prochaine fois. Je suis entièrement d'accord, hein. C'est le principe de l'expérimentation par l'itération. J'essaye, je n'y arrive pas ou alors j'y arrive pas à la hauteur de ce que j'avais prévu. Je réitère l'essai. Voilà, puisque chaque fois que je vais réitérer à moins d'essayer de faire 1000 fois exactement de la même manière en espérant que ça change. À chaque fois que je vais réessayer, je vais m'améliorer, je vais prendre en considération d'autres paramètres que je vais pouvoir modifier, ajuster pour atteindre mon objectif tel que je l'avais espéré. Mais est-ce que dans certains cas, comme celui que tu décris, hein, où l'échec ne permet même pas de réitérer, est-ce que ça peut pas venir déclencher une forme de traumatisme? Bah, là, tu parlais tout à l'heure de justice, on peut parler ici de sentiment de trahison, et qui peut bah, complètement briser la confiance en soi d'un individu, dans le sens où cette personne se dira, mais malgré tout ce que j'ai fait, et tout ce que j'ai donné H24 à 100%, même 150% pour ce projet-là, ben, au final, ça n'a pas marché. Je ne peux pas faire mieux. Donc c'est que quoi qu'il arrive, faire ça, ça serait voué à l'échec. J'ai vu plusieurs personnes dans mon entourage se construire avec une confiance en soi bah, qui se met à partir en lambeaux, justement par rapport au fait qu'à un moment, il y a eu une situation où
l'échec était complètement exogène et a été considéré comme inéluctable et c'est inscrite dans le mode de pensée de la personne comme étant une fatalité, en fait, une fin en soi. Alors, si tu te concentres sur l'échec, tu peux arriver à ce genre de conclusion. Donc, tu sais comme moi que le cerveau est malléable, et si tu te concentres sur le négatif, tu vas voir du négatif partout. Alors, l'un des premiers piliers dans la métaphore de la maison de la confiance en soi, l'un des premiers piliers, c'est la pensée positive. C'est-à-dire que même dans enfin, le monde enfin, le monde est ce qu'il est. Les événements extérieurs sont ce qu'ils sont. L'entreprise n'a pas de reconnaissance. Euh, le monde est plein de méchants. Hein, on n'est pas dans un monde de bisounours. Euh, le monde est ce qu'il est. Mais comment moi, avec mon cerveau, je fais le tri dans tout ça et qu'est-ce que je choisis de retenir? Moi, j'ai choisi de retenir que j'avais réussi un projet qu'on nous disait perdu d'avance. J'ai choisi de retenir que parler à des grands directeurs, parler à des niveaux stratégiques, c'est quelque chose que j'avais fait, que j'avais réussi. J'ai choisi de retenir que je pouvais rebondir. Donc, sur le coup, c'est difficile à encaisser. Hein. Là, je t'avoue que le traumatisme, je l'ai eu. Mais après, c'est quelles ressources on trouve en nous pour rebondir. Et donc, quand je dis qu'il faut tirer les enseignements à la fois de ses réussites et de ses échecs, c'est surtout sur l'aspect ressources. Parce que les ressources en nous, ben, celles-là, on peut les trouver à nouveau. Ça peut être la famille, ça peut être le conjoint, ça peut être les amis, ça peut être le fait d'en parler. Hein, quand on parle, il y a des cercles de parole sur un peu tout, sur tous les traumatismes, parce qu'en parler, c'est aussi une ressource. Bon. Donc, l'important pour la confiance en soi, c'est d'identifier les ressources, donc soit qui nous ont permis de monter hein, jusqu'au sommet, mais aussi les ressources qui nous ont permis de rebondir. Et si on se concentre sur les ressources qui nous ont permis de rebondir, donc qui peuvent être en nous ou à l'extérieur, la question à se poser, c'est est-ce que ces ressources-là, j'en dispose encore? Est-ce qu'il y en a d'autres que je n'ai pas encore exploitées, etc. Et donc, si tu te concentres sur les ressources hein, et sur le rebond plutôt que sur l'échec, à ce moment-là, oui, tu apprends et tu peux repartir. Moi, là, je te parle de ce cas-là, mais j'ai aussi traversé un burn-out à une époque où le mot n'existait pas. Hein, c'était en 2003 et ce qui m'a sauvé, donc c'était un sentiment d'injustice face à alors, c'est un directeur que je ne connaissais même pas qui m'avait engueulé parce que je ne faisais pas mon travail. Bon, première nouvelle. Et ça m'a permis de réagir face à mon propre directeur qui me chargeait tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans se préoccuper de savoir si je pourrais tenir le coup et si je pourrais faire tout ce qu'il me demandait. Donc, j'ai eu ce sentiment d'injustice qui m'a fait rebondir. Et donc, d'une part, je me suis dit, il y a 2 mois, hein, avant, c'était à l'occasion d'une réorganisation, il y a 2 mois, je n'existais pas pour ces projets-là, l'entreprise tournait quand même. Hein. Et donc pourquoi est-ce que subitement toute l'entreprise ne sait pas se passer de moi? Et puis deuxième chose, je suis allé voir mon chef, je suis allé lui parler. Hein. Et donc un autre levier, c'est d'oser aller voir les autres, oser affronter le problème, oser. euh, donc déjà, j'ai pris ma part de responsabilité. Hein, je ne savais pas dire non, je me croyais un surhomme. Alors, j'avais certainement un excès de confiance en moi. Ça peut arriver aussi. Un excès de confiance en moi qui me faisait dire je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Sauf que je n'étais pas dans un système stable où j'aurais éclusé toutes les tâches à accomplir. J'étais dans un système où tous les jours, mon chef avait des nouvelles idées et tous les jours, il me donnait des nouvelles choses à faire. Et sauf que, ben, voilà, ça finit par déborder. Donc, j'ai osé aller voir mon chef, discuter d'homme à homme avec lui, et puis je lui ai dit, voilà, euh, je ne dors plus que 2 heures par nuit. Et quand je dis je dors, c'est plutôt je perds connaissance 2 heures par nuit.
Si tu veux ma mort, tu vas finir par y arriver. Maintenant, si tu veux que le boulot se fasse, va falloir que tu priorises un petit peu. Donc, j'ai placé mon chef devant ses responsabilités. C'est-à-dire que j'ai pris mes responsabilités, hein, apprendre à dire non, etc. Euh, apprendre aussi que je ne suis pas un surhomme, hein, que j'ai mes limites aussi, donc accepter mes limites. Et puis, oser aller voir celui qui avait le pouvoir de faire quelque chose, en l'occurrence, c'était mon chef. Et donc, j'ai tellement rebondi que je me suis sorti du burn-out tout seul. Je n'ai pas eu d'arrêt de travail, hein. Donc, quand je raconte mon histoire, il y en a qui disent ah, mais c'est pas vrai, burn-out, tu n'as pas été en arrêt de travail pendant 18 mois. Donc, excuse-moi, j'ai rebondi tout seul, hein, dans mon driver soi fort. Alors, c'est le soi fort qui m'avait conduit au burn-out, mais c'est aussi le soi fort qui m'a permis de rebondir. Donc, ce driver soi fort, hein, les drivers de motivation, c'est aussi un point important qu'on quand on fait l'analyse de la situation présente et quand on fait l'introspection sur la connaissance de soi, c'est qu'est-ce qui nous pousse, hein, qu'est-ce qui nous motive. Donc, sois fort, sois parfait, fais de ton mieux, etc. Donc, c'est comprendre comment on fonctionne, c'est ce qui nous donne les ressources pour rebondir. Donc, Mais connaissance de soi. Après, donc, les piliers, donc, c'est le passage à l'action. Le passage à l'action, c'est-à-dire que Sénèque disait, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Hein, c'est d'abord passer à l'action. Hein, c'est l'enfant qui apprend à marcher, ou quand tu apprends à nager, tant que tu fais de la théorie, tu n'apprends pas grand-chose. mm, Hein, j'ai sauté en parachute, j'ai eu droit à une journée de théorie où c'était surtout toutes les consignes de sécurité et puis tout ce qui pouvait arriver de pire. Euh, dans un saut en parachute. Bon, si tu t'arrêtes là, tu sautes pas. Bon, j'avais décidé de sauter quand même. Et une fois que j'ai sauté, voilà, derrière, ça se passe beaucoup mieux une fois qu'on est lancé. Donc, le passage à l'action, c'est le premier ou le deuxième pilier avec, donc je disais, la, la pensée positive. La pensée positive, c'est voir ce qu'il y a de positif dans ce qui nous arrive dans la vie, avec deux volets qui sont les fiertés et les gratitudes. Les fiertés, donc c'est un exercice que je propose aussi à mes coachés, hein, c'est noter tous les jours dans un carnet trois fiertés, donc c'est trois choses dont tu es fier aujourd'hui, et trois gratitudes, c'est trois choses dont tu n'es pas l'instigateur, mais qui te sont arrivées de bien. Donc, et quand tu fais ça tous les jours, tu t'obliges à... Alors, certains jours, ce sera un truc complètement bénin, voilà. J'ai eu 5 feux verts d'affilée. C'est très rare, c'est une gratitude. Ou 10 feux verts d'affilée, c'est encore plus rare. Bon. Et puis d'autres jours, c'est tiens, il y a un mec qui m'a contacté, c'était totalement inattendu, il m'a fait un bien fou. Enfin bon, ça peut être une immense gratitude ou une immense fierté. Hein, voilà, le témoignage de mes coachés, c'est toujours des immenses fiertés. Je suis fier de ce qu'ils ont fait, je suis fier de ce que je leur ai permis de faire. Je suis fier de ce qu'ils sont devenus après moi, parce qu'ils ont continué leur vie après moi. Et donc, c'est des fiertés et aussi des gratitudes. Donc, ça, c'est la pensée positive dans le sens réception, ou perception. Et puis, il y a aussi une autre pensée positive qui est dans le sens formulation. Et celle-là est importante aussi parce que je pense que tout le monde a entendu parler de la PNL, hein, programmation neurolinguistique. C'est-à-dire que notre cerveau, il est modélisé par notre langage et l'inverse aussi. Notre cerveau produit notre langage, mais notre langage influe aussi et modèle notre cerveau. Il est malléable. Et donc, la façon dont on s'exprime fait que on verra le côté positif ou le côté négatif. Et donc, c'est très important de faire attention à ces tics de langage de façon à toujours formuler de façon positive. Donc, l'une de mes coachées qui cherchait du travail, je lui ai demandé comment ça s'était passé jusqu'ici, et elle m'a dit
sur ma dernière candidature, j'ai échoué au dernier poste. Moi, j'ai compris, j'ai échoué au dernier entretien. Et il m'a expliqué, voilà, j'ai passé tout le cursus et au dernier entretien, on n'était plus que deux candidats. C'est l'autre candidat qui a été retenu. Je lui dis, mais est-ce que vous ne pouvez pas reformuler de façon positive? Bon, elle a cogité un petit peu, elle a dit, sur cette candidature, j'ai été finaliste. Je dis, mais voilà, être finaliste, c'est pas rien quand même. Hein, en foot, être en finale, c'est quand même un grand bonheur. Bon, ou n'importe quel sport, être en finale, c'est un grand bonheur. C'est déjà une immense fierté d'arriver jusqu'en finale. Et donc, c'est elle qui a trouvé l'expression. Pour cette candidature, j'ai été finaliste. Et donc, je lui ai dit, mais voilà, pour vos candidatures suivantes, soyez finaliste aussi. Vous allez encore être finaliste, et puis, à force d'être finaliste, un jour, vous allez remporter la victoire. Et vous allez remporter le poste. Eh bien, cette personne-là, le temps de notre coaching, elle a fait 3 candidatures. Elle a postulé à trois candidatures, et elle a eu les 3 postes. Et elle a eu l'embarras du choix entre les 3 postes. Voilà. Elle a été finaliste 3 fois. Elle a eu l'embarras du choix entre 3 postes. Et le plus fort, c'est que le poste qu'elle a finalement choisi, c'est un poste pour lequel elle m'avait dit, je ne sais pas si je vais postuler parce qu'ils ont une liste de compétences, je n'ai que 80% des compétences qu'ils demandent. Donc là, ayant été manager moi-même et puis en position de recrutement, alors j'ai dit, si vous permettez, je pose ma casquette de coach, une minute. Et là, je suis passé en mode mentor plutôt. Hein, donc, j'ai fait part de mon expérience. Et quand j'étais manager, hein, ou pilote de compétences, donc en position de recruter, position de recruteur, un candidat qui a 80% des compétences, mais moi, je l'invite tout de suite. Parce que quelqu'un qui aurait 100% des compétences demandées pour le poste, c'est quelqu'un qui va s'ennuyer immédiatement. Parce qu'il n'aura plus rien à apprendre, plus rien à démontrer, et puis il va vite s'ennuyer. Donc, un candidat qui aurait 100% des compétences pour un poste, c'est pas un bon candidat. Un candidat qui a 80% des compétences, c'est-à-dire qu'il va être opérationnel très rapidement et qu'il aura des choses à apprendre, des défis à se donner, donc des choses pour progresser. C'est quelqu'un qui va être motivé dans son poste et c'est quelqu'un qui va rester dans le poste. Et donc ça, elle l'a fait, elle a postulé, hein, alors qu'elle initialement, elle n'osait pas postuler. Elle a osé postuler et ça fait partie des 3 propositions de postes qu'elle a eues et c'est finalement celle qu'elle a retenue. Elle a choisi ce poste-là. Et donc, quand on s'est revu en visio donc pour à peu près un an après, je lui ai demandé si elle considérait que c'était le bon choix. Et elle a dit complètement. Je suis complètement à ma place. C'est une entreprise qui est complètement. Enfin, les valeurs de l'entreprise sont complètement alignées avec les miennes. Je lui ai demandé ce qu'elle avait retenu aussi du coaching. Elle m'a dit j'ai retenu à oser et parler d'égal à égal avec les autres. L'autre n'est pas un ennemi, l'autre c'est un partenaire qui ne me connaît pas encore et avec qui on a un avenir à long terme. Donc, aller vers l'autre, ne pas avoir peur de l'autre, ça fait partie aussi des piliers de la confiance en soi. Hein, c'est donc ceux qui veulent parler, monter sur scène, ceux qui veulent avoir plus d'assurance face à des prospects, face à des clients ou des fournisseurs. Donc, l'autre n'est pas un ennemi. L'autre, c'est quelqu'un qui ne te connaît pas encore, hein, la première fois que tu le rencontres, mais les intérêts à long terme sont, sont enfin pas cohérents, compatibles. Les intérêts à long terme sont compatibles. Les intérêts à court terme, ils peuvent être un peu divergents, hein, ne serait-ce que sur le prix où la première chose, c'est de capter l'attention de la personne en face. Bon. Mais une fois que tu as capté son attention, que vous êtes mis d'accord sur un prix, etc., sur une collaboration, derrière, les intérêts à long terme sont complètement compatibles et cohérents. Ce que tu décris là, je le vois comme quelque chose d'assez systémique, dans le sens où on a une société et un mode de fonctionnement, hein, professionnel, mais même dans la dimension personnelle, qui s'est orienté progressivement, en tout cas, moi, depuis que
j'ai conscience du monde dans lequel j'évolue, j'ai rien connu d'autre, euh, mais qui est construit sur un rapport euh, qui est centré sur l'objectif et donc sur la finalité et pas nécessairement sur la démarche et l'itération dont on parlait tout à l'heure. Je l'ai rencontré, moi, en formation pro de coordinateur de projets socio-éducatifs et culturels. On te demande cette, ouais, cette méthode de projet là, euh, c'est efficace, hein, mais je trouve que c'est aussi extrêmement délétère dans certaines dimensions. On te demande quand tu montes un projet, quel qu'il soit, hein, parce qu'aujourd'hui on monte des projets pour tout. On monte un projet professionnel, voilà, avec France Travail. T'as plus de boulot, faut que tu montes un projet professionnel. Tu veux monter ton entreprise, il faut avoir un projet entrepreneurial pour pouvoir signer un contrat cap ou, ou avoir l'ACRE auprès de l'URSSAF, etc. Il faut que tu aies un projet de vie. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Où est-ce que tu veux habiter? Pourquoi? Comment? Même, moi je l'ai même rencontré et ça m'a rendu fou. Avant de devenir papa, on m'a demandé de construire un projet de naissance pour pouvoir avoir accès à la salle nature dans l'hôpital et pouvoir faire un accouchement sans péridurale. Voilà, c'est ce qu'on avait décidé avec la mère de mon fils. On m'a demandé un projet de naissance. Cette notion de projet, elle est intrinsèquement liée à la notion d'objectif. Voilà. Quel est ton objectif? Pour pouvoir construire un projet et donc définir les étapes nécessaires à franchir pour pouvoir atteindre le but que tu t'es fixé, bah, voilà, faut avoir des objectifs qui soient explicités. Et l'être humain a une tendance quand même assez radicale et on va dire un petit peu binaire de dire bah, mon objectif, soit je l'ai atteint, soit je l'ai pas atteint. Le bouton on-off et on fonctionne comme ça et c'est normal, le cerveau étant ce qu'il est, il fonctionne en économie d'énergie, c'est normal, c'est sa manière de se protéger et d'utiliser l'énergie qui est à notre disposition pour toutes les autres fonctions vitales qui sont les nôtres. Mais on a tendance instinctivement à venir dire, bon, bah, l'objectif, il est atteint ou il n'est pas atteint. Et lorsque tu fixes des objectifs, bah forcément, si tu ne l'as pas atteint à 100% comme tu te l'étais, comme tu l'avais imaginé, comme tu l'avais idéalisé, tu vas avoir très rapidement cette tendance à te dire, bah non, c'est négatif, non, c'est pas atteint. Tu vois ce que tu disais avec ta coachée pour qui l'objectif c'était d'avoir le poste, c'était pas le processus de recrutement et ce qu'elle pouvait tirer d'expérimentation de ce processus. Moi je m'étais amusé entre guillemets, hein, parce que enfin je le dis comme ça, mais en fait, c'était quelque chose de très très important pour moi dans ma formation, à construire j'ai rajouté une ligne en fait sur mes modalités d'évaluation de l'action que je proposais de mener quand j'étais en formation, et je maintiens ça aujourd'hui comme une pratique. Il y a l'objectif, donc je dis bah voilà mon objectif c'est ça. Il y a les indicateurs, bah, sur quoi je vais me baser pour mesurer l'atteinte ou non de l'objectif. Il y a les critères d'évaluation et puis moi je rajoute le taux de satisfaction. Je me fixe un objectif. Si j'atteins euh, 50, 60, 70, 80% de ce que je m'étais fixé, je me permets d'être satisfait de ce que j'ai fait. Et ça permet de mettre une infinité de nuances, je trouve, entre l'objectif que l'on s'est fixé et
la réalité de ce que l'on peut atteindre à l'instant T, dans la conjoncture actuelle, avec nos capacités du moment, avec notre expérience, nos expérimentations, etc. Mais il faut vraiment apprendre je trouve, à sortir de ce fonctionnement très très binaire et lié à un mode de fonctionnement systémique, hein. Il y a un projet, il y a des objectifs, et les objectifs, soit tu les atteins, soit tu les as pas atteints. Voilà, il serait temps d'envisager un petit peu les choses d'une manière plus nuancée, je trouve, et ça permettrait, je pense aussi, d'éviter beaucoup d'écueils de la perte de confiance en soi, parce que c'est une des raisons aussi pour lesquelles je t'ai demandé de participer au podcast Terra Incognita, c'est que bah, moi personnellement, je suis concerné, hein, par ce déficit de confiance en moi. Mais j'ai autour de moi, dans la vraie vie, mais aussi avec les personnes avec lesquelles j'interagis numériquement, énormément de personnes qui sont en déficit terrible de confiance en elles. Et j'ai vraiment l'impression qu'on assiste aujourd'hui à une espèce d'épidémie de la perte de confiance en soi. Et j'en viens à me demander si justement le fait que la perte de confiance en soi se généralise, si c'est pas une question systémique plus que liée à chaque individu et à son rapport au monde. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette théorie-là? Alors, je suis d'accord avec toi, on a beaucoup été managés, gouvernés, etc., incités par des objectifs. Ça, je pense que ça date de l'ère industrielle. Il fallait produire, il fallait créer des produits. Bon, j'ai fait 35 ans de Renault, donc c'est clair qu'une voiture, il faut qu'elle sorte, et il faut qu'elle sorte à l'heure. Parce que si on dit telle voiture, elle sort à tel salon dans 3 ans, bah, le salon ne va pas être repoussé, sinon on n'est pas à l'heure. Hein. Et si on n'est pas à l'heure pour tel salon, bah, la concurrence, elle sera là. Donc, euh, les projets automobiles sont drivés par le, le délai, mais aussi la qualité et bien sûr le coût. Parce que c'est voilà. Et donc, ce triptyque qualité, coût, délai, c'est vraiment je dirais le leitmotiv permanent, hein, qu'on vit dans une grande entreprise, et une entreprise qui crée des produits pour des clients. Alors, parce qu'on ne se préoccupait pas des humains. La priorité de l'entreprise, la finalité de l'entreprise, c'était des produits. On ne se préoccupait pas des humains. Bon. Euh, je pense que tout ça, c'est en train de changer. On ne s'est jamais autant préoccupé de qualité de vie au travail, hein, de santé mentale, enfin, de bien-être au travail, etc. Donc, je pense qu'on commence à se préoccuper d'humains. Hein, ce terme de ressources humaines qui était utilisé par les entreprises juste ici, j'ai raconté tout à l'heure, la ressource, une fois qu'elle est plus utile, on la jette. Et dans le cas de figure, c'était moi. Hein, je me suis fait jeter vraiment comme un malpropre. Mais je pense que tout ça, c'est en train de changer. Donc, du côté des entreprises qui prennent plus en compte les humains, ça, c'est mon côté optimiste, hein, qui parle. Euh, et puis, d'autre part, les humains eux-mêmes, enfin nous, on se, on se préoccupe plus, hein, et de plus en plus du pourquoi. Pourquoi je fais ça? Hein, quel est mon pourquoi, mon why? Le terme à la mode en ce moment, c'est le why. Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi j'ai quitté le confort du salariat pour aller faire autre chose? Hein, dans mon cas, c'est du coaching. J'ai un collègue qui est parti dans le même plan de départ, qui a créé une librairie. Hein, il n'a même pas repris, il a créé de toutes pièces une librairie. Il y en a un autre qui a créé une société pour vendre des produits espagnols. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça?
Donc, il y a des valeurs, bien sûr, hein, on en a déjà parlé, mais au-dessus, il y a pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me motive? Pourquoi je fais tout ça? Hein, parce que j'ai envie d'aider les gens, parce que j'ai envie de faire connaître les produits espagnols au plus grand nombre, parce que, en l'occurrence, sa femme est espagnole et lui, il connaît ça depuis très longtemps et il dit que ça mérite d'être connu. Hein, si tu veux le lire vers son site, je le donnerai après. Mais pourquoi est-ce que je fais tout ça? Et quand tu commences par le pourquoi, c'est pourquoi je fais tout ça, qui je suis pour faire ça. Hein, donc tu commences par le pourquoi, après l'identité, qui je suis pour faire tout ça et pour proposer tout ça. Et après seulement, c'est est-ce que j'ai les compétences. Hein, et puis tout ça à la fin, c'est pour, bah, effectivement, à un moment donné, tu te mets en projet. Tu te mets en mode projet. Donc quand il a créé son entreprise pour vendre des produits espagnols, et ben, ça a débouché. Aujourd'hui, son site est en ligne, il vend ses produits, et puis je suis client depuis le début, et franchement, ses produits sont très bons. Mais à la base, il y a le pourquoi. Le pourquoi je fais tout ça, hein, c'est quelque chose, c'est le sens de ce qu'on fait, c'est ce qui nous transcende, et c'est ce qui nous permet de résoudre tous les obstacles. C'est-à-dire que quand tu sais pourquoi tu veux faire ça, tu trouves le comment. Hein. Il y a une différence fondamentale entre dire je suis un tailleur de pierre ou je participe à la construction d'une cathédrale. C'est le sens de ce que tu fais. Et quand tu dis je suis un tailleur de pierre ou je visse la vis numéro tant sur le côté droit de la voiture, etc., bon, ce que tu fais n'a aucun sens et donc il n'y a pas de confiance en soi, il n'y a pas d'estime de soi, il y a rien. Hein, tu es un petit rouage dans une grande machine. Mais si tu te places dans quelque chose qui est plus grand que toi, là oui, hein, je participe à la culture, je participe au bien-être des gens, je participe à ce que les gens se sentent mieux, je participe à ce que des gens qui cherchent un emploi trouvent un emploi aligné avec leurs propres valeurs. Hein, la coachée tout à l'heure, là, quand elle a dit je me sens très bien, je me sens à ma place dans cette entreprise parce que les valeurs d'entreprise sont alignées avec les miennes. Ça, c'est un gage de pérennité. Donc, bien sûr, au quotidien, elle a un boulot à faire, elle a des objectifs à tenir, etc. Mais fondamentalement, elle sait que cette entreprise-là, elle l'a choisie parce que les valeurs d'entreprise sont alignées avec ses valeurs à elle. Elle m'a dit aussi, c'est qu'elle avait appris à parler aux gens d'égal à égal, y compris le fondateur d'entreprise, un fondateur du groupe même. Il leur avait rendu une visite quelques jours avant notre entretien. Il a dit, mais je lui ai parlé d'égal à égal. Et c'était un moment très fort. Donc il y a aussi un épanouissement personnel au fait de parler d'égal à égal avec quelqu'un qui, dans la hiérarchie, est beaucoup plus haut que toi, etc. Donc oui, des objectifs, il en faut quand on fait un produit. Mais tu sais aussi que de plus en plus, on est en mode agile, en conception agile. C'est-à-dire que alors moi, j'ai connu toute la transformation chez Renault. Hein, quand je suis arrivé chez Renault, faire un projet véhicule, c'était 5-6 ans. Donc, faire les specs de la voiture 6 ans avant, en espérant qu'elle se vendra 6 ans après, ben, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, alors ça commence avec le logiciel, mais même Renault, hein, la conception véhicule, est aussi passé en mode agile. Alors, pas surtout, mais il y a plein de choses qui sont en mode agile. C'est-à-dire qu'on fait, on teste auprès des clients, on obtient leur retour et on corrige. Et donc, en fait, on s'adapte en permanence aux besoins du client. Je vous fais une spécification, vous la testez. Si ça ne vous convient pas, je vous la change. Donc, c'est facile sur le logiciel, mais c'est vrai aussi sur d'autres spécifications. C'est-à-dire qu'on va sortir une voiture avec simplement 4 couleurs. Et s'il y a des couleurs que les clients demandent, on va la sortir, ne vous inquiétez pas. Alors, on a peut-être perdu quelques ventes au début, mais au moins, on aura sorti la voiture. On aura sorti la voiture à temps. Hein, donc, par rapport à la concurrence, c'est très important. Dans les prix que le client est prêt à payer, parce que ça se joue
à moins de 100 euros près. Hein. Aujourd'hui, c'est facile de comparer les prix entre deux voitures et le client va aller, enfin, une bonne partie des clients va aller vers la voiture la moins chère à 10 euros près. Hein, donc les 990 euros plutôt que 1000 euros, moi, ça m'énerve. Mais psychologiquement, les clients vont dire, ah, c'est moins de 1000 euros. Et donc, ils vont aller vers la voiture qui coûte moins de 1000 euros. Donc, travailler par objectif, c'est indispensable à un moment donné, mais tout seul, ça conduit à la perte de sens que tu as décrite. Et donc, je pense que les choses changent, donc à la fois de la part des entreprises, hein, qui se préoccupent de plus en plus de l'humain, et vis-à-vis de nous tous, qui nous préoccupons beaucoup plus de pourquoi je fais ça. Hein. Et donc, si je réussis, je suis satisfait, donc j'ai atteint mon objectif, ou voire au-delà de l'objectif, je suis satisfait, mais posons-nous la question, pourquoi je fais ça? Pourquoi je cours après des objectifs? Et si j'échoue, pourquoi? euh, Si j'ai échoué, c'est que j'avais d'autres priorités, ou alors que c'était infaisable, exogène. Bon. Mais je l'ai fait quand même. Pourquoi j'ai accepté de faire ça? Est-ce que je suis un maso d'avoir accepté de faire ça jusqu'au bout? Est-ce que je n'avais pas le choix parce que j'ai une famille à nourrir? Et voilà, c'est souvent ça. Et trouver ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Hein, donc, j'ai quitté le salariat pour faire du coaching. Pourquoi? Donc, mon pourquoi, qu'est-ce qui m'a motivé? Voilà, c'est aider les gens et puis m'intéresser au côté humain et pas seulement au côté matériel. Une bagnole, on s'en fout, quoi. Bien sûr, c'est utile. Hein, pendant 35 ans, ça m'a fait vivre. Mais le côté humain, qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'objet? Qu'est-ce qu'il y a au-delà du matériel? Est-ce que l'accomplissement de l'être humain passe par un objet ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Moi, je veux croire qu'il y a autre chose derrière. Je suis, ça résonne pas mal là ce que tu racontes, notamment dans la dimension des valeurs et dans le sens où longtemps en fait les valeurs travail et argent ont été mises sur le devant de la scène et très, très longtemps aussi, alors dans la valeur travail, c'était la valeur utilité sociale, faire un effort, mériter son salaire, gagner sa vie, le terme gagner, enfin l'expression, gagner sa vie contre laquelle Laurent dans Thératypique se dresse très souvent. Euh, à un moment, le seul sens, il était là. Et je pense qu'on paye aujourd'hui beaucoup les pots cassés d'une construction du rapport au travail basé sur ce fait-là de devoir juste, entre guillemets, gagner sa vie, faire un boulot pour le chèque que tu auras à la fin du mois, dans une certaine mesure. Hein, on va pas forcément accepter tout et n'importe quoi, en tout cas pas de prime abord, mais il y a une tendance assez pernicieuse qui va glisser là-dedans, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu acceptes des conditions de travail ou des objectifs ou des valeurs d'entreprise qui ne sont pas en parfait alignement avec qui tu es toi, avec tes besoins, avec tes visions, avec tes propres valeurs, mais que tu as quand même besoin, comme tu le disais, de nourrir ta famille et de remplir le frigo à la fin du mois, d'honorer tes factures. Euh, tu peux. La valeur. Il y a des valeurs qui vont passer pour étant secondaires, accessoires même, alors que ce sont des valeurs quand même hyper importantes. Et je pense notamment, tu parlais d'humain là, mais on peut parler
De valeurs environnementales, on peut parler de valeurs sociales, on peut parler de valeurs politiques aussi. Et on voit de plus en plus que bah, déjà parler de politique, ça devient une insulte, quoi. Non, surtout, faut pas parler de ça. Attention, terrain miné, on n'y va pas, c'est trop dangereux. On nous interdit, on s'interdit soi-même d'avoir un impact directement euh, sur l'environnement proche sur lequel on peut influencer. Euh, pendant longtemps, tu parlais tout à l'heure du début avec l'industrialisation, pendant longtemps, l'intérêt du système économique ultra-capitaliste a été d'être sur des valeurs de productivisme, de vente, de création de produits qui vont générer une plus-value. Et donc, plus le temps a passé et plus on s'est retrouvé avec des produits parfois avec des qualités totalement médiocres, fabriqués à moindre coût. Je pense aussi à toute cette vague des délocalisations du début des années 2000, quand certaines entreprises se sont dit, attends, mais la main-d'œuvre est beaucoup moins chère là-bas et les taxations seront beaucoup moins problématiques. Je suis entièrement d'accord avec le principe de s'interroger sur le pourquoi. Quelles sont les valeurs fondamentales qui m'animent et pourquoi est-ce que je veux travailler là-dedans? Euh, j'ai l'impression aussi que pendant 40-50 ans, on a cherché à faire taire chez l'individu ce rapport au pourquoi, ce rapport aux valeurs profondes et à la motivation intrinsèque à faire quelque chose et à participer à un projet plus grand. Et on a encore aujourd'hui des restes de cette tradition productiviste et ultra-capitaliste. Est-ce que tu n'as pas l'impression, quand tu accompagnes des gens et que tu les invites à s'interroger sur leurs valeurs profondes et sur comment mettre en adéquation leur activité professionnelle et notamment dans le salariat avec ces valeurs profondes, est-ce que tu n'as pas l'impression d'être un peu David contre Goliath? Moi, d'un point de vue perso, en fait, je me suis rendu compte, et j'affine ma réflexion là en discutant avec toi, que bah, c'est une des raisons principales très fortes qui m'ont fait partir du salariat pour aller vers l'entrepreneuriat. C'est que je n'arrivais jamais à trouver un alignement euh, suffisamment satisfaisant dans le salariat euh, avec mes propres valeurs. Il y avait toujours quelque chose qui grippait quelque part, tu vois, ou alors au début du projet c'était idéal et puis au fur et à mesure que le projet avançait, je me retrouvais dans des situations où j'étais là en train de dire ah oui mais c'est pas pour ça qu'on s'était mis d'accord au début, c'est pas là-dessus qu'on voulait avancer initialement. Oui mais tu comprends bah, les subventions, les financements, les politiques, le coût de production, etc. Bah oui, mais c'est pas. Enfin, pour moi, c'était pas des excuses, tu vois. Et j'ai fini à essayer, je me suis épuisé pendant 20 ans à essayer de changer de l'intérieur les structures. Et je te parle pas de grosses entreprises comme Renault, hein, je te parle d'associations. Alors de grands mouvements associatifs ou de petites associations locales hein, sur lesquelles tu es censé pouvoir un peu plus faire bouger les lignes, hein. Et j'ai fini par complètement laisser tomber parce que je me suis rendu compte que. euh, Quoi qu'il arrive, je me retrouverai à un moment ou à un autre à être enfin, ouais, en désalignement avec, entre mes valeurs et les valeurs de la structure ou du projet. Alors, ce que ça m'évoque, c'est les valeurs. On a tous un système de valeurs, hein, d'une dizaine de valeurs à peu près.
on peut synthétiser en une dizaine de valeurs. Ces valeurs vont être hiérarchisées. Hiérarchisées, donc tu peux mettre la valeur famille avant la valeur travail, par exemple, et non seulement soit hiérarchisées, mais il y en a qui vont justement s'équilibrer. Donc, quand je fais l'exercice, j'anime des ateliers aussi sur les valeurs, hein, identifier vos valeurs, et donc les 3, 5 premières valeurs, on arrive à les sortir, enfin les trouver facilement. Euh, Après, pour arriver à 10, c'est déjà un petit peu plus difficile, et pour se limiter à 10, c'est encore plus difficile. On a envie des fois d'en mettre 15. Et donc, dans ces cas-là, je dis, bah, OK, vas-y, mets les 15. Et puis après, dire, qu'est-ce qui est redondant et qu'est-ce qui s'équilibre? Et je tiens beaucoup à cette notion d'équilibre des valeurs. Parce que tu peux avoir la valeur travail, mais jusqu'où tu es prêt à travailler? Est-ce que tu es prêt à travailler jusqu'à sacrifier ta famille, jusqu'à sacrifier ta santé? Ou est-ce que la valeur santé doit équilibrer la valeur travail? La valeur argent, jusqu'où tu es prêt à aller pour faire de l'argent? Est-ce que tu es prêt à être malhonnête? Est-ce que tu es prêt à arnaquer des gens pour gagner de l'argent? Ou est-ce que tu as quand même une valeur honnêteté quelque part? Donc, identifier ces valeurs, c'est un travail qui est long et complexe, hein. C'est pour ça qu'on le fait en accompagnement par un coach, hein. Il y a des faux amis, il y a des valeurs qui sont des fois redondantes, il y a des valeurs qui vont s'équilibrer. Donc, moi, j'insiste beaucoup sur l'équilibre quand je fais le travail avec un de mes coachés. Donc, on liste des valeurs et après, on fait le tri, hein. Et donc, je dis, OK, ça et ça, est-ce que c'est deux valeurs différentes ou est-ce que c'est la même valeur en fait qui exprimée différemment, hein, la valeur argent, la valeur ambition, par exemple. Est-ce que c'est la même valeur? Ben, les motivations peuvent être un peu différentes. Tu peux avoir la valeur argent si tu es né pauvre, tu as souffert toute ta vie de la pauvreté, que tu as connu la faim, que tu as eu, voilà, que tu as manqué d'argent toute ta vie. Ben, tu peux dire, OK, l'argent devient une motivation donc, qui guide mes actions et qui devient une valeur. Bon. Euh, L'ambition, c'est autre chose. Moi, j'avais l'ambition de réussir. Mon grand-père ne savait ni lire ni écrire. Mon père a quand même réussi à avoir une maison à lui et puis avoir une vie meilleure que mon grand-père. Et moi, je me devais d'être mieux, entre guillemets, hein, au sens social du terme, d'avoir une meilleure situation que mon père. Et mon fils a fait encore mieux que moi. Enfin, mes fils ont fait mieux que moi. Bon, euh, ça, l'ambition, c'est des fois pour honorer nos ancêtres, hein, notre passé, honorer euh, notre père, enfin, nos parents, nos grands-parents. L'ambition, elle peut être simplement pour ça. L'argent, c'est autre chose, hein. Donc, quelle est la vraie valeur? Quel est vraiment ce qui motive nos actions? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est l'ambition? Donc, faire le tri dans ces valeurs-là, et puis après, chercher où sont les équilibres. Si tu n'es pas équilibré, tu vas tomber. C'est aussi bête que ça, hein. Si tu n'as qu'une seule ambition qui bouffe tout et qu'il n'y a rien pour motiver, bah, tu te grilles. Le loup de Wall Street, c'était l'argent, et à la fin, bah, il a mal fini. Voilà. Euh, donc, où sont les valeurs, les vraies valeurs, hein, celles qui sous-tend d'autres, hein, donc éviter les redondances, éviter donc, on cherche les synonymes, hein, et puis les redondances, et où sont les équilibres? Si tu veux durer, il faut que tu aies des équilibres dans les valeurs, dans ta vie. On parlait tout à l'heure des domaines de vie. Ben, dans les valeurs, c'est pareil. Si tu n'as pas une valeur qui va venir équilibrer ta valeur, dans ton cas, donc tu me disais que tu avais probablement la valeur aider les autres, hein, valeur d'entraide, mais ta valeur santé mentale, ta propre santé mentale, ton propre équilibre à toi, est-ce que tu l'avais ça? Oh non, clairement non. Bon, Clairement, non, j'en serais pas arrivé aux situations
que j'ai vécu si j'avais vraiment mis en exergue et pris en considération euh, certaines valeurs. Et alors, c'est intéressant ce que tu soulèves là. C'est quelque chose que je vois énormément chez les personnes neuroatypiques avec qui je suis en interaction ou avec qui je travaille aussi. Euh, c'est que très souvent, les valeurs tournées vers soi, celles-ci, elles sont occultées complètement, tu vois, par peur d'être considéré ou de se considérer soi-même comme étant égoïste, autocentré ou égocentré. Tout ce qui relève bah, du coup de la santé mentale, de la santé tout court, de son propre épanouissement. Euh, et dans son propre épanouissement, j'y mets les loisirs et l'épanouissement intellectuel. Bah, tout ça, en fait, euh, ça passe au second plan. Alors, est-ce qu'on est sur une tendance systémique euh, du fait que là, je parle de personnes qui, très longtemps dans leur vie, ont été considérées comme anormales et à qui on a dit non, mais il faut que tu fasses un effort pour rentrer dans la norme. Donc, je disais, est-ce que dans ce cas-là, on est dans un fonctionnement systémique euh, d'occultation de soi parce que ce sont des personnes à qui on a dit non, mais de toute façon, tu es trop, tu n'es pas dans la norme, c'est à toi de faire un effort pour être dans la norme, etc. Ou est-ce qu'on parle réellement alors, soit d'une dysfonction, soit d'une difficulté à appréhender vraiment le système de valeurs et l'importance des valeurs, et du coup bah, l'équilibre que l'on met dans ces valeurs, pour arriver à avoir quelque chose bah, où, comme tu disais tout à l'heure, on se casse pas la gueule. Est-ce que c'est quelque chose que tu rencontres souvent. Toi, au début du podcast, là, tu disais faut faire attention à distinguer valeurs et besoins, puisqu'il y a certaines valeurs qui peuvent être des besoins à partir du moment où tu as souffert, bah, notamment d'un manque de cette chose-là dans ta vie. Et est-ce que de fait, cet amalgame besoin-valeur, c'est pas ce qui conduit, in fine, à des comportements parfois extrêmes et très problématiques dans le rapport à soi, le rapport aux autres et le rapport au travail. Bon, il y a plein de choses dans ce que tu as dit là. Donc, il y a le rapport de force entre l'individu et bah, le groupe, la société. Euh, donc, toi, tu es tout petit, donc on privilégie le collectif, la société, plutôt que l'individu. Bon, ça, c'est un premier rapport de force. Après, il y a ce qu'on a vécu dans sa vie. Alors, euh, moi, ça me semble, enfin, les violences familiales me semblent complètement c'est aberrant. Enfin, j'arrive pas à imaginer ça, mais je sais que ça existe. Je sais que ça existe et les gens que je lis et qui ont souffert de violences en étant petits, bah, ça a forcément un impact sur leur vie d'adulte. Bon. Donc oui, il y a tout ça. Euh, c'est pour ça que il faut prendre conscience. Hein. Donc la prise de conscience, la connaissance de soi, c'est vraiment la base de tout. Hein. Je reviens toujours là. Donc il y a prise de conscience de ses valeurs, mais aussi de ses peurs, de ses besoins, de ses limitations, de ses croyances. C'est tout ce travail-là qu'on fait en coaching. Hein. C'est vraiment un tour complet. Et pour trouver une entreprise alignée avec tes valeurs, bah, alors peut-être que toi, tu ne l'as pas trouvé, l'entreprise. Bon, ma coachée tout à l'heure, elle l'a trouvée. Hein. Pour l'instant, tout va bien. Donc, elle a trouvé
une entreprise dont les valeurs correspondent aux siennes, mais ça suppose effectivement de faire ce travail sur soi, hein, ce travail d'introspection, ce travail de euh, analyser sa propre valeur. C'est-à-dire que quand je me regarde dans le miroir pour me connaître moi-même, le miroir peut être embué, le miroir peut être sale, le miroir peut être déformant. Enfin, il y a des biais cognitifs. Il y a, miroir, mon beau miroir, dis-moi que je suis la plus belle. Et puis, tu n'as pas intérêt à dire autre chose, quoi. Donc, il y a tout un tas de biais qui font que la connaissance de soi n'est pas quelque chose de d'inné, hein. Et c'est aussi pour ça qu'avoir un regard extérieur comme un coach, hein, ou des fois ça peut être un psy, ou ça peut être simplement son meilleur ami ou son conjoint, hein, qui va aider à se connaître soi-même. Quand je me suis enfoncé dans le burn-out, ma femme me voyait bien. Elle n'arrêtait pas de me le dire, mais je ne voulais pas l'écouter, j'étais dans le déni. Bon. Donc, accepter des fois de se remettre en cause. Dans mon cas, c'est je ne vais pas y arriver tout seul, hein. Donc, accepter de croire que je suis un surhomme, c'est pas facile. Mais si, enfin, euh, c'est aussi pour ça qu'il y a autant de burn-out aujourd'hui, euh, parce qu'on a occulté la personne, on a occulté l'individu au bénéfice de la société, du groupe, voilà, du collectif. Donc, et les individus, bah, ils finissent. Donc, il y en a qui, effectivement, souffrent qui font un burn-out parce ils essaient d'atteindre des objectifs qui ne sont pas atteignables, ou manque de confiance en eux. Tu l'as dit, c'est aussi un, un phénomène qu'on rencontre beaucoup. Il y a la santé mentale. Donc là, c'est carrément le mec qui devient zinzin, entre guillemets. C'est pas péjoratif, c'est façon de dire que c'est complètement inacceptable, quoi. Il n'a plus un fonctionnement normal. Euh, donc, tous ces problèmes des individus créés par la société, je pense qu'on en prend de plus en plus conscience. Et en prendre conscience, eh ben, c'est le premier pas pour résoudre le problème. Donc, au niveau des sociétés, hein, je parlais il y a une loi qui est passée sur la qualité de vie au travail. Alors, après, il y a beaucoup d'habillage, de communication, etc. Faut faire le tri entre les vraies actions et puis l'habillage pour faire bien, hein. C'est comme avec le greenwashing. Euh, on nous montre que toutes les sociétés sont green maintenant, hein, y compris celles qui polluent, des sociétés qui génèrent des déchets par, euh, par tombereaux entiers, qui nous expliquent qu'elles sont vertes. Ouais, j'y crois pas une seconde, hein. Arrêtons de surconsommer, arrêtons de pousser à la consommation. Euh, c'est, voilà, le greenwashing, Tu ça vois, il implique. y a un énorme décalage. Je suis entièrement d'accord ce que tu dis là sur le greenwashing. On le voit sur un tas d'autres mouvements sociaux et politiques pour le coup. Bah, on a aussi, alors je sais qu'il y a plein de noms hein, qui existent, je les connais pas tous, mais je sais qu'il y a du pinkwashing sur la question du féminisme et de l'égalité salariale et d'accès aux droits entre les hommes et les femmes. On le voit aussi sur l'inclusion, hein, sur le handicap et l'inclusion, quel que soit le domaine. Là, on va l'avoir sur la qualité de vie au travail. À un moment, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de tendance assez mécanique du système à dire oh là là, attention, il y a une prise de conscience. Là, sur quelque chose, ben, on va prendre la question de l'environnement, là. Euh, il faut absolument montrer que le système et les acteurs impactants du monde partage cette prise de conscience-là, ont ces valeurs, et on va dire qu'on fait du green, du bio, du développement durable, etc. Alors qu'on sait que dans les faits, c'est
complètement foireux. Ouais, c'est du greenwashing. Donc on fait croire que, alors qu'en fait pas du tout. Mais on va avoir, j'en ai peur, hein, on va avoir exactement le même principe sur la question de la qualité de vie au travail et de la santé mentale en milieu professionnel. On va te dire, mais oui, mais on fait des trucs pour assurer la qualité de vie au travail dans l'entreprise, pour assurer la santé mentale, enfin pour prendre soin de la santé mentale de nos salariés, etc. Puis que toi, tu es là, bon, bah, il y a une espèce de label et de volonté affirmée, en tout cas dite, communiquée, de prendre ça en considération. Et puis quand tu vas gratter un peu, mais oui, oui, bien sûr qu'on fait de la qualité de vie au travail. Regardez, on a mis un baby-foot dans la salle de pause. Tu vois, la- l'écart, le grand écart entre euh, ce qu'il faudrait faire vraiment pour se targuer de prendre soin de la qualité de vie de ses salariés et ce qui est fait concrètement, qui sont des pansements sur des jambes de bois, il n'y a pas d'autre mot. C'est aberrant. Alors oui, j'entends que cette prise de conscience-là, elle permet petit à petit de faire changer les choses. Mais entre le temps que prennent ces changements institutionnels et systémiques et la réalité de la souffrance des personnes qui sont dans ces situations-là, il y a là aussi un écart fort et très difficile à combler parce que bah, d'autant plus que bah, quand t'es en souffrance, quand t'es dans le mal, le temps, t'as l'impression qu'il s'étire à l'infini, quoi. Et quand tu vois que les choses n'avancent pas et que tu es toujours dans cette situation de souffrance, bah, c'est déprimant, hein, et on peut retourner dans ces biais de négativité, ce dont tu parlais au début, et avoir beaucoup de mal à faire ressortir une vision positive de ce qu'on est en train de vivre. Alors, moi, j'attends la prochaine prise de conscience. C'est le retour du bon sens. On attend tout d'un État-providence, on attend tout de la société, on attend tout de... Voilà. Et tant que c'est pas obligatoire, on ne le fait pas. Mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour que moi, je me prenne en charge, que moi, je m'occupe de moi, pour que c'est pas de l'égoïsme, c'est la prise de conscience que le salut ne vient pas forcément des autres. Hein, c'est vouloir tout attendre des autres. Bah, c'est voilà, c'est en attendant, je suis en souffrance, en attendant, j'accepte des objectifs qui sont intenables, en attendant, je fais un burn-out, en attendant, je n'ai pas confiance en moi, etc. Mais qu'est-ce que je fais? C'est aide-toi, le ciel t'aidera, hein. C'est un vieux principe de bon sens. C'est qu'est-ce que moi je fais pour m'aider? Hein, il y a des choses qui sont en mon pouvoir. Je me concentre sur celles-là. Je n'attends pas d'un organisme extérieur ou d'une divinité qui s'occupe de mon cas avec bienveillance. Je m'occupe de ce qui est en mon pouvoir, hein, et donc on reboucle avec la confiance en soi. Euh, c'est avoir confiance dans le fait qu'on va être capable de faire des choses. On a un petit peu fait le tour. Oui, alors on pourrait partir, hein, encore pendant quelques heures, je pense, sur cette question C'est un sujet qui me du passionne, pouvoir donc. d'action, de l'émancipation, de la reprise de pouvoir d'action. Mais ça tombe bien qu'on ait fait le tour de la boucle, puisqu'on arrive à la fin du temps réglementaire que je m'impartis pour les épisodes de Terra Incognita. Alors pour conclure, j'aimerais inviter nos auditeurs et auditrices à venir découvrir ton profil sur LinkedIn. Alors, c'est surtout sur LinkedIn que tu communiques, hein, c'est ça. Tu proposes aussi des webinaires, dont un qui va se dérouler prochainement à la fin du mois de mai. On mettra
On mettra les liens autour de l'épisode pour que les gens puissent s'inscrire et puis voir un petit peu ce que tu proposes. En tout cas, il y a une réelle volonté de ta part de redonner du pouvoir d'agir aux personnes que tu accompagnes par le prisme de la confiance en soi, mais de la confiance en soi qui, arrête-moi si je me trompe, devient à ce moment-là un levier d'action, de transformation dans son rapport à soi-même, mais aussi aux autres et au monde. Oui, tout à fait. Donc, bon, c'est vrai que je communique principalement sur LinkedIn. Bon, j'avais essayé sur Instagram, mais Instagram, c'est surtout des vidéos. Mm. Et bon, franchement, je suis pas à l'aise. Me montrer en vidéo, c'est pas mon truc. J'ai j'ai 40 ans de photos derrière moi, donc moi, je suis plutôt derrière l'objectif que devant. Donc, faire une vidéo de moi-même, c'est pas quelque chose qui est naturel chez moi. Et par contre, quand je suis derrière un objectif, là, je vise à mettre en valeur, hein. Donc, j'avais fait un post LinkedIn là-dessus sur ce que les voyages disent de nous. Et donc, j'avais pris l'exemple d'un voyage en Inde que j'avais fait, où quand j'ai regardé les photos que j'avais faites, c'était l'humain. L'humain, l'humain, l'humain. Donc, des sourires, des couleurs, des situations, des scènes de vie. Vraiment l'humain avant tout. Et mon intention de photographe, c'était de mettre en valeur l'humain. Bon. Et dans mon intention de coach, c'est aussi de mettre en valeur l'humain, d'aider l'humain à prendre conscience de ses valeurs, de sa valeur, de monter en estime de soi, monter en confiance en soi. Et donc, je communique surtout sur LinkedIn. J'ai écrit un livre, hein, qui s'appelle La confiance en soi, ça se construit, qui est le résultat en fait de tout ce que j'ai pu constater à travers mes accompagnements, mais aussi dans ma vie précédente, hein, euh, voilà, on est capable d'accomplir des belles choses et des grandes choses sous certaines conditions. Quand on a les conditions de réussite, ben, on y arrive. Hein, qu'est-ce qu'il faut pour que ça devienne possible? Bon. Euh, enfin, ce livre qui pour l'instant est plutôt alors c'est format électronique uniquement, et je dirais, c'est plus un manuel de progression. Je donne ça à tous mes coachés, et puis chaque fois que j'ai un entretien découverte, donc j'envoie ce livre qui est un manuel de progression. Hein. Donc, tu veux plus de confiance en toi, mais pour faire quoi? Est-ce que c'est pour prendre la parole en public? Est-ce que c'est pour aller prospecter les clients? Est-ce que c'est pour courir un marathon? Voilà. C'est quoi l'objectif de ta confiance en toi? Et en fonction de l'objectif, on construit la démarche. Ça se construit. Bon. Donc, ce livre, pour l'instant, c'était enfin, le cahier de progression de la confiance en soi. Euh, Plusieurs personnes m'ont dit, mais il n'est pas facile à lire. Il vaudrait mieux un truc qu'on puisse lire dans son fauteuil, sur son transat ou au coin du feu, selon les cas. Donc, je vais le transformer en livre plus facile, enfin, avec des mots, hein. Il y aura moins de schémas, moins de photos et plus de mots. Et ce livre, je le mettrai en vente sur Amazon, en auto-édition, enfin, en impression à la demande plutôt, hein. Je ne me vois pas me lancer dans constituer Mm. un stock. Je ne vais pas faire ça, mais rien que d'écrire le livre et après d'en faire la promo, ce sera déjà un bon challenge. L'autre projet que j'ai, et là je me suis payé un accompagnement pour ça, c'est de transformer mon accompagnement, qui n'est que individuel pour l'instant, à proposer à côté un accompagnement de groupe. Donc ça devrait déboucher, je pense, à l'automne, hein, après les vacances, donc un accompagnement de groupe. Déjà parce que tout le monde ne peut pas se payer un accompagnement individuel, hein, c'est un argument que je comprends bien. Et puis en plus, le groupe permet une dynamique, hein. Il y a un exercice que je fais faire qui est les reformulations, hein. Ne dites pas médite. Hein, au lieu de dire j'ai échoué au dernier entretien, elle m'a dit j'ai été finaliste. Bon, ben, cet exercice ne dites pas médite à faire en groupe, j'imagine que ça doit être très très sympa à faire.
Toi, tu dis, bah voilà, j'ai un tic de langage, j'ai tendance à dire ça, et je peux le dire d'une autre façon, et je décide de le dire d'une autre façon. Et ça, en groupe, je pense qu'il y a une bonne dynamique à établir. Alors, sur ce sujet-là, comme sur d'autres, hein, bien sûr. Euh, voilà aussi la raison pour laquelle j'ai envie de transformer ça en accompagnement de groupe. Donc, pour être informé, ben, suivez-moi sur LinkedIn, hein, parce que je continuerai à communiquer. Ceux qui peuvent, qui veulent, bah, suivez mon webinaire. C'est bah, toute ma méthode dans un webinaire de 2 heures. Alors, c'est 2 heures bien dense, hein. Tu l'as vécu, tu le sais. C'est dense, mais en même temps, c'est de la matière c'est un déclic pour une réflexion. Hein, les gens qui participent au webinaire, ils ne sont pas transformés au bout de 2 heures. Sinon, faut que je change de métier, il faut que je me dise magicien, quoi. Ils ne sont pas transformés au bout de 2 heures, mais ça peut être un déclic. Et après, donc quelqu'un qui dit, bah oui, j'aimerais bien travailler sur mes valeurs, etc. Mais tout seul, j'y arrive pas. Ben, je suis là. Hein, si c'est juste pour cette partie-là, je peux accompagner les gens juste on fait une séance, 2 séances, 3 séances, enfin, le temps qu'il faut. Je m'adapte à chacun et aux besoins de chacun. Je ne vais pas leur vendre une maison complète s'ils ont besoin de juste une petite pièce pour aller se reposer. Voilà. Euh, donc, c'est tout ça que je propose. Donc, accompagnement individuel, donc ça, c'est traditionnellement comme coach. J'ai mon livre pour commencer à l'introspection. Je demande juste à ce qu'on se parle avant, hein. Je ne vais pas l'envoyer sans un entretien découverte, un rendez-vous découverte, parce que justement, je vais pouvoir dire ton problème, je le vois de telle façon, enfin, ce que tu me Mm. décris. Je pense qu'il faut que tu approfondisses la pensée positive ou que tu approfondisses le passage à l'action. Passer à l'action, c'est quelque chose d'extrêmement important aussi. Bon, avoir des rêves, bienvenue aux rêves. Avoir des rêves, c'est ce qui permet d'imaginer un futur radieux. Et après, ben, on essaie de s'en approcher. Même si on n'atteint pas complètement le rêve, mais on essaie de s'en approcher. Et quel est le premier pas qu'on peut faire vis-à-vis de ce rêve? Avoir une vision, hein, le rêve, la vision, etc. Donc, c'est quoi ton rêve, c'est quoi ta vision, et qu'est-ce que tu peux faire pour t'en rapprocher? Bon. Et donc, après, les gens, je les oblige pas à m'acheter un accompagnement, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais sachez simplement que faire cette introspection tout seul, c'est pas facile. Hein, se regarder dans un miroir, c'est beaucoup moins facile qu'on ne le croit. Mm. Parce que le cerveau a plein de biais, on a des habitudes, on a des injonctions tenaces, on a des croyances, etc. Et avoir un œil extérieur, bah, ça aide. Et l'investissement sur soi, c'est Warren Buffett qui disait le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est sur vous-même. Donc, Warren Buffett, en matière d'investissement, il en connaissait quand même un rayon. Hein, donc, le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est sur vous-même. Et j'ai une deuxième citation que j'adore, là, c'est Martin Luther King. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Donc, croyez en vous, croyez en la vie. Ne restez pas tout seul. Faites-vous aider. Par moi, si vous voulez, avec plaisir, mais ça peut être par votre meilleur ami, ça peut être par votre conjoint, ça peut être par votre famille, ça peut être par votre groupe social. Hein, ne restez pas tout seul. L'être humain n'est pas fait pour vivre tout seul. On est des êtres je dirais, de société, des êtres collectifs. Hein, et il se passe des choses en collectif qu'on n'a pas assez d'une vie pour découvrir tout seul. Bah, en tout cas, on va mettre autour de l'épisode tous les liens pour pouvoir te retrouver, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit pour pouvoir s'inscrire à ton webinaire, que ce soit aussi pour pouvoir réserver un entretien de découverte avec toi. Voilà, en espérant que les gens voudront en apprendre un petit peu plus à ton sujet et ce que tu proposes. Et puis restez Merci beaucoup. informés. Mon Oui, livre, quand il sera paru, bah, je communiquerai forcément. on relaiera l'info aussi. Merci beaucoup Donato pour ce temps que tu as consacré à Terra Incognita. À vous toutes et tous qui nous écoutez, prenez soin de vous et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Terra Incognita.
Au revoir. Merci Florian. Terra Incognita, c'est plié pour aujourd'hui.